Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui s'amplifie aujourd'hui de manière violente avec une hausse de plus de 2% pour les indices actions européens à mi-séance. On notera que le stress Omicron, le nouveau variant Covid, reste pour l'instant mesuré, voire s'estompe un petit peu par rapport au niveau de stress qu'on pouvait avoir il y a 10-15 jours maintenant sur le sujet sanitaire, et puis des statistiques chinoises publiées ce matin également qui montrent quand même une dynamique importante sur le front commercial avec un niveau d'exportation record pour le mois de novembre depuis la Chine au lendemain d'un assouplissement des conditions de crédit bancaire signalé par la Banque centrale chinoise. Tout ça soutient donc la tendance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Notez que deux secteurs sont en vedette dans ce rebond qui s'amplifie aujourd'hui, le secteur du luxe à Paris et le secteur de la technologie, qui sont les deux secteurs qui ramènent le CAC 40 au niveau des 7000 points. Voilà pour l'ambiance de marché. Et puis dans cette demi-heure, nous intéresserons alors non pas aux perspectives de marché pour 2022, mais aux perspectives d'évolution structurelle que va rencontrer le monde de la gestion d'actifs dans son ensemble. Ces perspectives sont résumées derrière le terme la métamorphose selon le groupe Mercer qui viendra donc nous présenter ses perspectives 2022 sur le plan de l'industrie de la gestion d'actifs, et c'est le directeur des solutions d'investissement de Mercer en France qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance avec une grosse journée de rebond sur les actions européennes, notamment avec Alix Nguyen. L'ascension continue pour la Bourse de Paris. L'indice qui effaçait déjà ses pertes des deux séances précédentes hier semble aujourd'hui trouver encore plus d'apaisement quant à la dangerosité redoutée d'Omicron. Hier soir, Wall Street prolongeait la tendance positive observée en Europe, entraînant les marchés asiatiques dans son sillage. Ces derniers ont d'ailleurs bénéficié de la décision des autorités chinoises de réduire de 50 points de base le montant des réserves obligatoires des principales banques. Et puis les chiffres du commerce extérieur de la Chine constituaient une autre bonne nouvelle. En novembre, les exportations ont augmenté de 22% sur un an. Les importations ont quant à elles progressé de 31,7%. Elles atteignent ainsi des niveaux records, reflet d'une forte demande extérieure et d'un rebond de la production à la faveur d'un allègement de la crise de l'énergie. Des données rassurantes à l'heure où le secteur immobilier chinois est dans la tourmente et que le promoteur Evergrande approche de la fin d'un délai de grâce pour le versement de 82,5 millions de dollars de coupons. En Allemagne, la confiance dans l'économie allemande s'est améliorée. En décembre, l'indice ZOO du climat des affaires s'établit à 29,9 points. Plus tôt ce matin, l'Office fédéral des statistiques annonçait que la production industrielle avait rebondi de 2,8% en octobre. Côté valeurs, celles sensibles à l'économie chinoise ont les faveurs du marché, à l'image d'ArcelorMittal et du secteur du luxe. LVMH progresse, Hermès et Kering aussi. Du vert également pour Worldline, le spécialiste des paiements électroniques, annonce la signature d'un accord portant sur le rachat de 80% des activités d'acquisition commerçant de la banque grecque Eurobank. Stellantis est aussi en hausse. D'ici 2026, le constructeur automobile vise 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel additionnel et 20 milliards d'ici 2030 grâce aux produits et abonnements basés sur les logiciels embarqués dans ces véhicules. Et puis les valeurs technologiques progressent également dans le sillage du rebond du Nasdaq. STMicroelectronics grimpe, tout comme Capgemini, Téléperformance et Soitec. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. À
Analyse de la situation de marché, une situation un peu plus volatile quand même ces derniers jours et ces dernières semaines sur différentes classes d'actifs. Nous en parlons avec Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot peut-être du niveau de stress sanitaire alors, qu'on trouve dans le marché. On n'a pas encore tous nos doubles diplômes d'épidémiologiste virologue et donc on regarde quand même les indications de marché à ce sujet. Le bruit Omicron, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Bastien, à travers justement les indicateurs de marché qu'on peut suivre à ce sujet? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les marchés financiers sont complètement désorientés par Omicron. Les marchés ne savent pas s'il faut faire l'hypothèse d'un nouveau variant très meurtrier ou s'il faut faire l'hypothèse d'un variant qui n'aurait que des conséquences économiques qui finalement seraient assez limitées. Et la conséquence de ça, elle est assez logique. C'est une très forte volatilité avec des marchés qui réagissent de façon épidermique à toutes les bribes d'informations relatives à Omicron, parce qu'on ne sait pas encore, comme vous venez de le dire, on n'est pas encore épidémiologiste, on ne sait pas encore décrypter finalement l'évolution de ce virus et de ce variant en particulier. Et donc les marchés essaient de décrypter toutes les bribes d'informations qui arrivent, et c'est pour ça qu'on a une volatilité qui est assez forte. C'est très clair sur les actions, la volatilité action a très fortement monté. On voit des hausses et des baisses qui sont très violentes, on va dire depuis le 26 novembre, parce que c'est vraiment la date clé, c'est le 26 novembre, c'est à partir de là que les marchés financiers commencent à avoir peur de ce variant Omicron. Et puis si on regarde la volatilité obligataire, on n'est pas très loin des plus hauts niveaux de la décennie. C'est aussi un marché où la volatilité est très forte. Le taux 10 ans américain, il avait perdu 9 points de base vendredi et on a regagné 8 hier, et donc on a vraiment des montagnes russes sur les marchés actions et obligataires. Et dans tout ça, les variables un peu clés qu'on peut suivre, il y a la devise sud-africaine, le rand, étant donné que l'Afrique du Sud, c'est l'épicentre du variant Omicron. Alors la devise avait fortement baissé le 26 novembre parce que donc comme je l'ai dit, le 26 novembre c'était vraiment le début des inquiétudes sur le variant, et elle s'est fortement appréciée hier, ce qui tend à montrer que la séance d'hier par exemple c'était une séance qui était teintée d'optimisme par rapport à l'évolution de l'épidémie. Mais plus généralement, l'autre grande variable qu'il faut suivre en ce moment, l'une des grandes variables qu'il faut suivre en ce moment, c'est les prix du pétrole, qui sont généralement un peu le baromètre de l'économie mondiale et de l'activité mondiale. Il avait été très fortement impacté aussi le 26 novembre. On avait un baril qui était passé de un baril de Brent qui était passé de $82 à $69. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est repassé brièvement, mais on est quand même repassé au-dessus des $75. Et donc, on a quasiment effacé la moitié des pertes qu'il avait pu y avoir par rapport à ce début d'inquiétude sur Omicron, quoi. Donc, l'optimisme revient un petit peu dans l'esprit des investisseurs, et on le voit bien aussi sur cette séance d'aujourd'hui. Bon, si l'optimisme revient, si le stress sanitaire s'évanouit un petit peu par rapport à il y a 15 jours, Bastien, on va donc se focaliser à nouveau sur les sujets lourds, l'inflation et les décisions de politique monétaire attendues la semaine prochaine avec les réunions des grandes banques centrales. Je rappelle, 14 et 15 décembre, réunion de la Fed, 16 décembre, réunion de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre, notamment, Bastien. On sent quand même que l'idée générale à travers 2022 est qu'on aura une réduction progressive, graduelle des soutiens monétaires. Je mets un peu tout le monde dans la même histoire, mais notamment de la Réserve fédérale américaine. Ça semble être le sens du voyage dans lequel on est embarqué aujourd'hui pour de multiples raisons, à commencer par le sujet de l'inflation et de la prise en compte du risque inflationniste. Si on reste avec une perspective de marché, Bastien, quels sont les risques de marché qui peuvent être associés justement à ce pivot des banques centrales, à commencer par celui de la Fed? Alors déjà, par rapport à tout ce qu'on vient de dire auparavant avec Omicron, le travail des banques centrales, c'est vraiment d'essayer de dissocier le fondamental du bruit, quoi. Et c'est pas toujours facile parce qu'on a des marchés qui essayent parfois de presser les banques centrales à prendre des mesures d'urgence. Et justement, les banques centrales, elles doivent essayer de faire un pas de recul, de temporiser, d'essayer d'analyser la situation. Et donc là-dessus, l'intervention de Jérôme Powell la semaine dernière, le président de la Fed, a été vraiment remarquable parce que il commençait à y avoir une forme de pression
sur lui, sur le fait qu'il fallait peut-être ralentir le retrait, mais au contraire, ce qu'a rappelé Powell, c'était qu'il a rappelé le fondamental, la situation fondamentale, la croissance robuste, des conditions qui s'améliorent sur le marché du travail et surtout l'inflation élevée. Et donc aujourd'hui, au final, on va avoir la semaine prochaine une Fed qui va annoncer une accélération du tapering, donc la semaine prochaine. Alors ce que price les marchés pour la Fed, c'est 3 hausses de taux directeur en 2022, c'est quasiment 3 hausses de taux directeur en 2023, quasiment rien après. Et là, je dirais que ce sur quoi il faut être très prudent en ce qui concerne la Fed, c'est qu'on ne sait pas encore bien ce que la Fed veut faire après le tapering en ce qui concerne la politique de bilan. Parce que le tapering, ça veut dire que la Fed ralentit ses achats d'actifs. Dans le passé, enfin sur la dernière décennie, ce qu'on avait vu, c'est que quand la Fed arrêtait son tapering, elle a gardé un bilan qui était stable. Et maintenant, c'est pas du tout aussi évident que ça de voir une Fed qui garde un bilan stable. Et il y a même quelques-uns des membres du FOMC qui parlaient de procéder à une réduction du bilan, et auquel cas ça c'est pas du tout pressé par le marché et ça pourrait venir impacter les maturités longues. Donc ça c'est pour la Fed. Après les choses sont peut-être un peu plus floues pour la BCE parce qu'il y a clairement pas de consensus. Donc là dans les quelques points de clarté qu'il y a, c'est le fait que le PEPP devrait bien s'arrêter en mars 2022, qu'il n'y aurait pas de hausse de taux directeur en 2022, mais on voit qu'il y a quand même une sorte de volonté de ne pas s'engager sur le long terme, notamment parce qu'on commence à sentir une tension par rapport à l'inflation élevée aussi en Europe, et donc ce qui veut dire que aussi en zone euro, on aura des achats d'actifs qui seront bien moins forts en 2022 qu'en 2020 et 2021. Et là, clairement, le point de fragilité, ça va revenir l'Italie, parce que et les BTP en particulier, parce que qui a acheté des BTP sur les 2 dernières années, c'est quasiment que la Banque d'Italie et la Banque centrale européenne. Si on retire finalement, si on a moins d'achats d'actifs de la part de la BCE, clairement on aura un point de fragilité sur l'Italie, d'autant plus que la situation politique pourrait se redétériorer sur l'année 2022 en fonction de si Mario Draghi décide de briguer la présidence ou pas. Donc là c'est clairement l'un des points de fragilité à suivre sur l'Europe. Et puis, non mais Bastien, c'est intéressant. Il y a un vrai risque pour l'Italie, et c'est vrai que l'arrivée de Mario Draghi comme président du Conseil italien a été une très bonne nouvelle, et même je crois que les agences de notation, l'une d'entre elles, je crois, je ne sais plus laquelle, a remonté Fitch, c'est ça, a remonté la perspective de la dette italienne, ce qui n'était plus arrivé depuis des années avec l'effet Draghi. Vous dites l'Italie il y a un risque que l'Italie perde l'an prochain à la fois Mario Draghi comme président du Conseil et une partie du soutien de la Banque centrale européenne. Oui, parce qu'on a de toute façon bien vu sur les dernières années que le risque politique en ce qui concerne l'Italie, il était complètement clé pour l'évolution du BTP. Et puis bon, mine de rien, le BTP, c'est aussi une bonne partie des marchés européens en général, que ce soit les marchés obligataires ou les marchés actions. Donc ça, c'est pour le risque politique. Et puis en ce qui concerne le soutien de politique monétaire, c'est quand même très net que sur les dernières semaines, on a eu un écartement du spread italien par rapport à l'Allemagne, et à quand peut-on dater finalement cet écartement? Eh ben, c'est le dernier Conseil des gouverneurs, quoi. C'est quand on commence à accréditer l'idée qu'il y aura moins d'achats d'actifs, à partir de ce moment-là, eh bien, on a eu un écartement du spread italien, et c'est peut-être pas encore fini, parce que il y aura donc moins d'achats de BTP par la Banque centrale européenne l'année prochaine. Bon, mais ça veut dire quand même que ce qu'on résume sous l'idée des conditions financières pour la zone euro, ce sera un point d'attention majeur pour la Banque centrale européenne dans sa stratégie 2022. Oui, alors ça c'est une chose, le fait qu'il y aura moins d'achats d'actifs l'année prochaine, qu'on a une certaine forme de repricing finalement de ce que vaut la dette italienne. Après, donc
on peut penser que les spreads vont peut-être s'écarter un petit peu en ce qui concerne l'Italie. Ensuite, il y a de toute façon une volonté d'éviter l'accident au niveau de la Banque Centrale Européenne, avec, s'il le faut, peut-être des réinvestissements de PEPP l'année prochaine, parce que les achats nets de PEPP vont s'arrêter, mais les réinvestissements, eux, ne vont pas s'arrêter. Ça va durer encore pendant au moins 2 ans. Et ils pourront être mobilisés pour essayer justement d'éviter une envolée des spreads italiens, quoi. Donc tout ça devrait se faire de façon quand même contrôlée malgré tout, mais on ne connaît pas encore vraiment le point d'arrivée en ce qui concerne le spread italien. Effectivement, des risques de marché à surveiller, associés au virage des banques centrales dans le discours, dans les actes, avec les réunions à suivre la semaine prochaine pour terminer cette année 2021. Merci beaucoup Bastien. Merci pour votre éclairage, vos remarques du jour sur la situation de marché. Bastien Dreux était avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Parlons à présent de l'année 2022 avec des perspectives qui concernent un peu plus que les marchés. Ce ne sont pas des prévisions de marché au sens strict du terme, mais des prévisions pour les évolutions futures de l'industrie de la gestion d'actifs. Et ce sont les équipes de Mercer qui ont mené ce travail annuel de prospective. Boutros Thierry est avec nous en plateau, le directeur des solutions d'investissement France de Mercer. Bonjour et bienvenue Boutros. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous allez nous parler de la métamorphose. Donc c'est ainsi que vous caractériser ce qui attend l'industrie de la gestion d'actifs en 2022 et dans les prochaines années. Mais un mot peut-être pour positionner Mercer dans l'industrie justement de la gestion d'actifs. C'est un très grand groupe diversifié de conseils, d'expertise, de solutions. Il y a des thématiques RH, santé, retraite, mais il y a aussi un pôle solutions d'investissement que vous représentez. Tout à fait. Mercer, c'est un très grand groupe international qui fait beaucoup de choses. Sur l'investissement, c'est un acteur qui est leader mondial sur ces deux activités que sont le conseil en investissement et la gestion d'actifs en architecture ouverte. Donc nous avons des agréments de gestion sur les mondes cotés, non cotés, plus de 350 milliards d'euros sous gestion, avec une très forte croissance, 30 à 40 milliards d'euros par an, ce qui explique, ce qui donne la pertinence du modèle ou à minima le besoin nécessaire de la part des investisseurs. Et ces investisseurs, on les accompagne en architecture ouverte, en sélectionnant les meilleurs gérants d'actifs sur chacun des segments, que ce soit dans le monde et aussi en France sur différents types de clients institutionnels ou plutôt retail, avec notamment de l'épargne retraite qui a bien besoin aussi d'architecture ouverte aussi en France. Voilà. C'est ça, mais architecture ouverte, ça veut dire vous travaillez potentiellement avec tout le monde, ou en tout cas vous, sur la base de ce qui existe, vous sélectionnez les meilleures stratégies et les meilleures équipes de gestion, c'est ça, pour exactement. Construire des solutions pour le compte de vos clients. Pour construire des solutions, exactement, une couverture qui est très, très importante, aussi bien au niveau régional qu'au niveau des classes d'actifs. On est théoriquement capable d'accéder à tous les segments du marché, cotés et non cotés, de manière indépendante. C'est peut-être ce mot que je retiens, l'indépendance, dans le sens où on peut travailler avec tous les types de gérants, si tant est qu'ils apportent de la valeur à leurs clients, à nos clients. D'où l'intérêt de ce travail prospectif, alors que vous menez chaque année, évidemment, qui porte bien sûr sur 2022, mais je le disais, c'est pas, ça va au-delà d'un travail de prévisionniste économique ou de marché. Non, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment vos clients dans l'industrie de la gestion d'actifs vont évoluer, quels sont les défis auxquels ils vont faire face, et c'est un travail même stratégique pour vous chez Mercer. Hein. Oui, tout à fait. Alors, on fait ce travail de prospective, on est en fin d'année, bientôt les fêtes de fin d'année, le début de l'année 2022. Donc on fait bien entendu ce travail sur les décisions des banques centrales, l'inflation, la croissance. Mais en plus, de par notre approche qui est, je dirais, ouverte à 360 degrés sur l'industrie, on a ce travail de prospective sur les thématiques de long terme. Et là, on a toutes les ressources de la société, 250 analystes par classe d'actifs, plus de 2000 spécialistes d'investissement locaux, dont la France. Nos équipes ici participent à ça. Des travaux de recherche académique avec le Forum économique mondial, des échanges avec les gestionnaires qui aboutissent à une analyse des tendances, une analyse des besoins d'investissement
pour donner ces perspectives, alors pour 2022, mais aussi à plus long terme, et comme une boussole pour les marchés, pour les investisseurs, et un travail aussi interne, en effet. C'est un plan de route, finalement, pour nos équipes. C'est votre feuille de route à vous. Exactement. Derrière. On va réorienter les ressources l'année prochaine. On va développer des solutions sur les thématiques qui nous semblent importantes. Et c'est un travail de 6 mois. On a aujourd'hui des thèmes, mais on n'a pas les clés sur tous ces thèmes-là. On va travailler pendant les 6 prochains mois sur ces thèmes-là. Donc un travail lourd, stratégique, qui aboutit donc à ce titre, la métamorphose. On va détailler les grands axes prospectifs effectivement sur lesquels vous travaillez aujourd'hui chez Mercer. Mais derrière ce terme métamorphose, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Alors la métamorphose, il y a plusieurs symboliques. En tout cas, ce qu'on résume ici, c'est une mutation profonde des marchés, alors financiers. On en a parlé avec votre interlocuteur auparavant, mais il y a aussi une mutation profonde de la gestion d'actifs, l'industrie, et la mutation nécessaire chez les investisseurs pour s'adapter à ces changements profonds. Donc on l'a résumé sous le thème de la métamorphose, et il y a beaucoup de mutations intéressantes sur l'année prochaine et puis les prochaines années. Je cherchais une définition simple de la métamorphose, qui est un terme physique, changement de forme, de nature ou de structure tel que l'objet n'est plus reconnaissable. Voilà. Oui. Cette idée de mutation, effectivement, et de mutation industrielle, même pour ce monde de la gestion d'actifs. Derrière la métamorphose, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a 3 grands axes, Boutros. Il y a un thème macro, il y a un thème durable, lié aux enjeux de développement durable, et puis un thème de pur investissement, on va dire, pour vos clients et pour l'industrie de la gestion d'actifs. Qu'est-ce qui mérite d'être souligné, là, et d'être porté à notre connaissance dans ce travail? Alors, comme je le disais, c'est des thèmes importants. Il y a des sous-thèmes qui sont très riches pour chacun. Pour les résumer, donc on a 3 thèmes, 3 grands axes qui donnent la direction pour notre réflexion l'année prochaine. Le premier axe, on l'a appelé « Qui prendra les rênes sur les marchés ?» Un thème très large qui fait écho à plusieurs mutations justement sur les marchés. On voit l'importance des banques centrales. On l'a rappelé là il y a quelques temps, et puis c'est commenté tous les jours sur les marchés. On sort de 10 ans où les banques centrales ont non seulement baissé leurs taux, injecté énormément de liquidités, et là on est peut-être pas forcément à la fin d'une histoire, mais en tout cas avec des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus faibles chez les banques centrales. Mais il y a beaucoup d'autres mutations sur les marchés. La prise de pouvoir de l'Asie et de la Chine, qui disputent l'hégémonie économique aux États-Unis, qui développe des choses très importantes sur son marché intérieur et autour de son marché. On a la désintermédiation bancaire, les banques qui sont de moins en moins influentes sur les marchés. On a la finance collaborative, qui est une autre part de mutation de la finance, qui est très intéressante, à la fois sur des interactions entre les entreprises, les institutionnels, les gestionnaires d'actifs qui créent de nouvelles choses, notamment dans le développement durable, mais aussi de la finance collaborative dans des partenariats entre les États et les marchés privés, qui jouent aussi, qui participent à une joute géopolitique. Quand on voit la Chine qui crée la route de la soie, et aujourd'hui l'Europe qui crée le Global Gateway, le portail mondial, c'est pour offrir une réponse à la Chine sur la chaîne logistique et les transferts économiques au niveau mondial. Mis en perspective de cette façon, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, les banques centrales arrivent toujours très haut, j'allais dire, dans les réflexions qu'on peut avoir sur la macroéconomie, mais mis en perspective de cette manière, en fait, on voit bien qu'il y a des tendances beaucoup plus lourdes, peut-être encore, qui sont en train de se mettre en place. Il faut les comprendre, il faut les prendre en compte aussi dans les portefeuilles. On peut, entre guillemets, jouer sur ces thèmes pour ou contre la Banque centrale. C'est mieux d'être pour que contre sur les 10 dernières années. Il fallait pas être contre. Il fallait pas être contre, mais on peut vouloir s'en dissocier. C'est ça. Le thème de la Chine, on va créer une solution l'année prochaine sur la Chine, spécifiquement sur la Chine, et en miroir une solution émergente hors Chine pour permettre aux investisseurs de jouer ces thèmes-là, où il faudra les jouer de manière structurelle, mais aussi de manière dynamique. Il y a d'autres tendances lourdes qui permettent de s'extraire un petit peu de la question monétaire permanente, qui va baisser ses taux, combien, etc. Enfin, on peut être positionné sur d'autres tendances largement aussi lourdes que cette question monétaire. Oui, des thèmes macro, alors sur les mondes cotés, ou des thèmes plus structurels sur le non-coté, par exemple. Ça permet d'être un peu plus indépendant, je dirais, des banques centrales. Et d'aller chercher des rendements et aussi répondre à des questions sur l'inflation. Les actifs
réels, permettent de s'indexer structurellement à l'évolution de l'inflation, avoir des infrastructures essentielles par exemple. Donc c'est une bonne réponse qui peut être faite sans être pris de court par des marchés, même si à court terme il faut continuer à gérer et, on continuera et de parler des banques centrales. s'intéresser à ces sujets-là, bien sûr. Autre tendance lourde, alors là, qui est liée aux enjeux de développement durable, donc c'est un thème en tant que tel, là aussi indépendant d'ailleurs des banques centrales d'une certaine manière. Et donc là, le sujet pour vous, c'est se positionner pour voir les transitions. C'est comme ça que vous le présentez. Oui, alors on l'a mis au pluriel. On n'apprendra rien à personne en parlant du climat. C'était déjà une thématique les dernières années. On a mis au pluriel parce qu'en fait, on voit qu'il y a une évolution aussi sur différentes thématiques de transition. Le climat est un sujet, bien entendu, encore d'actualité. Un sujet qui émerge aujourd'hui, c'est les ressources naturelles, qui est très important et qui le sera dans les prochaines années. On en est aujourd'hui sur les ressources naturelles, là où on était il y a 10 ans sur le climat. Pour donner un ordre d'idée. Et bien entendu, le climat, la partie n'est pas gagnée, il reste beaucoup de choses à faire. Mais il y a une courbe d'apprentissage nécessaire. Les marchés s'organisent pour aussi comprendre cette thématique-là, qui se ramifie elle-même dans beaucoup de différents thèmes. Et donc nous, on travaille sur cette thématique-là, des ressources naturelles et d'autres transitions, de logistique et autres. Donc on a de la recherche, on a des solutions qui sont mises en place. Les ressources naturelles, ça fait une vingtaine d'années qu'on investit dessus. Il y a beaucoup d'investissements en non-coté. Ça peut être de l'agriculture durable, ça peut être des solutions de traitement de l'eau, des investissements dans les forêts. Et on accompagne aussi le marché pour qui se structure lui-même. Donc nous, on analyse le marché et les investisseurs vont aussi se structurer sur ces thématiques-là. Mais le message, c'est quand même effectivement, on a passé 10 ans sur le climat et la notion de carbone, qui est présente partout aujourd'hui dans l'analyse financière, extra-financière. C'est juste le début, quoi. C'est juste le début, mais on arrive, je dirais, lancé, pour être optimiste. On parle beaucoup de réglementation, qui est nécessaire parce que quand on parle de développement durable, il y a aussi beaucoup de greenwashing. Parfois, on a reproché le fait qu'il n'y avait pas de règles, pas de normes pour pouvoir se trouver son chemin finalement dans ces marchés-là. On voit que sur les ressources naturelles, la réglementation va beaucoup plus vite, entre guillemets parfois peut-être trop vite, mais c'est une bonne chose. En France, l'article 29, qui est un peu le pendant de l'article 173 sur la transition énergétique, demande dès aujourd'hui aux investisseurs de prendre en compte les ressources naturelles. C'est ça. Alors, bien entendu, ça peut paraître un peu... Il faut mesurer son empreinte biodiversité. Exactement. Biodiversité. Et ils le font avec une courbe d'apprentissage en termes de réglementation sur du comply or explain. Conformez-vous ou à minima expliquer, de sorte que les acteurs ne soient pas pris de court par rapport aussi à un manque de données et à une recherche qui est encore en construction. Quand on a esquissé ces points, Boutros, comment est-ce qu'on va investir demain ? Mais de quelle manière ? Quelle va être la méthode à suivre quand on est investisseur pour être justement en adéquation avec ces enjeux ? Alors il faut beaucoup d'agilité. Beaucoup de recherche, parce qu'on parle de thématiques, bien entendu, tout le monde parle de climat, de ressources naturelles et d'autres thématiques, mais il faut les comprendre dans le détail. Il faut des solutions par rapport à ça. La gestion passive permet de décarboner un portefeuille, on exclut des secteurs et on est sur une empreinte carbone plus faible, mais on peut aussi trouver des solutions dans la gestion active, voire dans nos côtés, qui permettent de baisser l'utilisation d'énergie ou de trouver d'autres modes de fonctionnement. Donc comment on fait quand on est investisseur ? Il faut comprendre les thématiques, mais vraiment dans le détail, de manière très spécialisée, et ensuite les intégrer dans un portefeuille pour voir qu'est-ce qu'elles apportent sur des critères financiers, mais aussi extra-financiers. Et cette notion d'expertise, Boutros, elle va, alors révolutionner, c'est peut-être un grand mot, mais elle va bouleverser quand même le monde de la gestion d'actifs. Elle a déjà commencé à le faire. C'est déjà en cours. Et c'est une tendance lourde, ça, que vous avez identifiée. C'est une tendance lourde, oui, tout à fait, et qui va se poursuivre. L'industrie de la gestion d'actifs l'a bien compris et se réorganise sur tous les pans d'activité, que ce soit la gestion passive, active, la gestion de nos côtés. Et c'est pour ça que le troisième thème de 2022, mais aussi pour les prochaines années, de diversification, c'est pas un thème nouveau, la diversification, mais il faudra réussir à accompagner ça par rapport à des spécialistes qui sont de plus en plus nécessaires sur la gestion. Merci beaucoup Boutros d'être venu évoquer avec nous donc ce travail prospectif sur 2022 et au-delà, la métamorphose selon Mercer. Boutros Thierry qui était avec nous en plateau, directeur des solutions d'investissement France de Mercer. Merci beaucoup.